Parole véritable. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Bienvenue à tous. Yup. Nouvelle vidéo, Parole véritable, podcast. Yeah. Podcast sur un sujet très très important. Yeah. Mais avant tout, bienvenue à tous, c'est Parole véritable, podcast. Voilà. Un podcast par des passionnés pour des passionnés. Toi-même, tu sais. Si vous êtes là, c'est que vous êtes passionné de la culture hip-hop, de tout ce que ça englobe. DJ Flexta, a.k.a. Flextiano Ronaldo. Yes. Flexta Flexta Skelta. Pardon, je me connais même plus mon Le comte de Monteflexto. Je t'ai dit. C'est ça les bails. Le Bougarno, a.k.a. Arnaud Yes. Automatique. Toujours. Arnaud Raptor. J'ai pas un bruit de Vélociraptor, mais on va Non, dire tranquille. Arnaud Raptor. C'est déjà bon. Il y en a trop, il y a trop de a.k.a. Arnaud Life, Arnaud Arnaud Nono, Life, Arnaud Arnaud Torius. Bullshit. Vraiment. Le seigneur des Arnaud. Voilà. Ok. Aujourd'hui, on s'attaque. Podcast numéro 23. Yes. Podcast jordanesque. Podcast numéro 23 sur un sujet, mais hautement de très haute importance. Le DJ dans la culture. On a fait le visuel dans la culture, on a fait le merchandising, on a fait le strict marketing, on a fait machin, ceci, cela. Le DJ dans la culture. Très important. J'ai envie de te dire, pour faire DJ dans la culture, il faut être accompagné d'un DJ. Un DJ. Moi, je suis DJ, effectivement. Mais là, il était important qu'on invite un frérot à nous, une personne très Vraiment. importante Très très important. dans ce rap-jeu, dans cette culture Yes. avec laquelle on partage de très 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 nombreuses anecdotes. On va pouvoir disséquer, expliquer déjà ce que c'est le DJ, parce que c'est l'un des métiers les plus connus, mais les moins compris de la culture hip-hop, tu vois ce que je veux dire. Un manager, on sait à peu près ce qu'il fait. Un rappeur, on sait ce qu'il fait. Un tourneur, on sait ce qu'il fait. Le DJ, on a toujours ce... Tu vois, les gens ne captent pas les subtilités, etc., etc. Bon. Vous savez ce que je vais faire, hein. Mais avant tout. Merch véritable. Shop. Shop.parole véritable. Allez vous faire plaisir, prenez du merch. Shop.parolevéritable.com. On va mettre en place un code promo, un truc, quelque chose. On pour va que faire un vous bail. puissiez, De toute façon, il y aura de profiter nouveaux, tout ça. de nouveaux modèles qui vont arriver. Donc, soyez aux aguets, ça va être sérieux. Yes. Attention please. On va pas aller loin. Il ne fait pas partie de ceux qu'on traite de traite, ni de ceux qui battent en retraite. Sans stress. Même pas sans stress. Il y a ceux qui sont stressés et ceux qui ont la tête tressée. Mais lui, c'est DJ Stretch. Attention. Ouais. DJ, Yes. beatmaker, Yep. champion du monde, DMC. DMC, et Red Bull, 2016. Yes. Wow. Non mais ça c'est incroyable. On a un Vraiment. talented beast ici. On mec a un qui gagné champion le du titre. monde. On a un champion du monde. Champion de France aussi. Champion du monde. Je prends. DJ Fresh is in the building. Yeah. DJ Fresh dans la maison. Fresh, ça va ou quoi frérot? Ça va et toi? Tranquillement. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup vraiment. d'être là. On en parlait, on truc, voilà. Maintenant, Si les gens ça y est, c'est savaient fait. quelle heure il était, Merci pour Non, le- mais ils allaient dire merci on aussi. dort pas, on dort pas pour ça. Eux-mêmes, ils on allaient dort dire pas, merci. ce truc-là, exactement. Écoute, merci. Parole véritable un jour, parole véritable toujours. C'est très cool de te voir là, assis à côté de nous. On va pouvoir discuter du DJ dans la culture. Sujet Là, important. On a des casquettes super, Vraiment. super jolies, tu vois. Merch Yes. véritable, mon gars. Exactement. Non, incroyable. Effectivement, DJ Fresh, DJ depuis 25 ans. Un peu plus, j'ai commencé... Réellement, j'ai appris à mixer en 98. Et j'ai commencé à vraiment mixer, c'est-à-dire en dehors de la ville, etc. vers 2003-2004. Donc ouais, un peu plus de 20 ans, quoi. C'est... Damn, ça passe vite. Fort. C'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc Très de dingue. fort. Carrément. C'est un truc de dingue. Carrément. Donc, passionné de la première heure. Ouais, passionné de musique avant tout. Hein. Ouais. Déjà, je pense que comme tous les DJ et tous les gens un peu dans le hip-hop, là, passionnés de musique, déjà très jeunes, quoi.
Ouais, après, c'était pas forcément hip-hop dès le début, quoi. C'était Dance Machine. Un petit peu comme tout le Beaucoup monde. de Michael Jackson. Beaucoup de Michael Jackson et ça m'a aidé pour la suite. Mais beaucoup de musique, quoi. Beaucoup de musique, tu vois. Avant le mix, il y a eu vraiment beaucoup de musique. Et avant d'apprendre à mixer, j'ai écouté tous les mix shows. Pendant au moins 1 an, j'écoutais tout, en fait. Parce qu'il y en avait énormément. Ouais, il y en avait énormément. Et j'écoutais tout, genre, pour voir, ok, c'est comme ça qu'ils font, les gars. Ils font les passe-passe. Ok, ils choisissent une phrase clé dans le morceau, ils la font passe-passe, etc. Il y a l'intro, etc. Truc. J'écoutais vraiment tout et avant de m'y mettre, ouais, vraiment beaucoup de musique, quoi. Ok. Du coup, qui t'a donné envie de devenir DJ? Et pourquoi pas rappeur? Pourquoi pas danseur? Pourquoi pas graffeur? Pourquoi pas braqueur? C'est simple. La réponse, elle est simple, hein, c'est que trop timide pour être rappeur, en tout cas à l'époque, parce que moi, quand je commence, j'ai entre 12 et 13 ans. D'accord. Donc très jeune. Et je commence en vérité par le b-boying parce que c'est le truc qui m'intéresse le plus, c'est le truc le plus accessible, la danse, quoi. Et je commence en fait avec un gars dans ma classe quand je suis en 6e qui s'appelle D, que je big up, Amen D. Et lui, son grand frère, il est DJ en fait. D'accord. Et il vient en cours avec des cassettes de son frère et tout. Il vient avec des flyers. Ouais, mon frère, il mixe là. Il fait ça, ça. Il fait la promo de son grand frère, tu vois. Il est fier de son grand frère, tu vois. C'est un grand de mon quartier, tu vois. Je grandis dans le 95, tu vois, dans une petite ville qui s'appelle Vauréal. C'est à côté de Cergy. Et ouais, et en plus de ça, c'est l'époque où, vers chez nous, tu vois, c'est beaucoup des résidences pavillonnaires. Et il y a beaucoup, c'est comme Los Angeles. Il y a beaucoup d'après-midi, tu vois. Il y a beaucoup d'après-midi, en fait, tu vois. Ou de soirées d'anniversaire où t'entends les DJ qui mixent, tu vois. Ça veut dire que tu peux marcher, genre, je sais pas moi, un samedi après-midi et t'entends un DJ qui mixe parce qu'il y a un après-midi, genre, volet fermé et tout, quoi. Une boum, entre guillemets, tu vois, genre des trucs d'ado, quoi. Et il me parle de son frère. Et moi, du coup, je kiffe un peu le truc. Mais bon, j'ai pas vraiment le budget pour avoir des platines ni rien. Donc, je commence par le break. Jusqu'à... ouais, ça dure 1 an à peu près, jusqu'à ce que je fasse un stage d'initiation en maison de quartier. Et puis c'est mort, quoi. Depuis, j'ai jamais lâché, quoi. Donc, ouais, ça commence comme ça, quoi. Mais j'ai commencé par le break, en vrai. Ok. Un peu comme tous, quoi. Tu vois, ça a duré pas mal, peut-être 3-4 ans. Et puis après, je me suis dit, non, je veux vraiment être DJ, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'en vérité, là, tu peux... Ah ouais, non, là, plus maintenant, mais il y a les bases encore, il y a des restes. Ok. La souplesse n'est plus là. D'ailleurs, stretch, ça vient de la danse, en fait. D'accord. En fait, j'étais souple, et les potes, ils m'appelaient élastique. Et justement, dans la même maison de quartier en question, tu vois, il y a un atelier, la restitution, c'était un mini DJ battle. Je suis moi, j'ai pas de nom et tout. Je fais, ouais, bon, j'ai qu'à m'appeler DJ genre Las, comme élastique et tout. Et non, le mec, il me fait, non, rappelle-toi DJ Stretch, comme en anglais et tout truc. Et je fais, non, j'ai pas envie de Stretch, tu vois. Et je fais, j'ai mélangé le bruitage fresh, ouais, le fresh, stretch, le truc, et ça a donné stretch, en fait, tu vois. D'accord. Et mais ça vient de là, quoi, tu vois. Ça vient de la danse, un peu. Incroyable. Du coup, quand tu commences, ouais. T'es attiré par... c'est qui le DJ qui te donne vraiment envie de t'y mettre, etc. Alors, c'est Steve, le grand frère. En fait, c'est les grands de mon quartier, quoi. D'accord. Steve, le grand frère de mon pote D, DJ Steve. Et forcément, c'est l'époque où il y a Cut Killer. La haine est déjà sortie, tu vois, mais surtout, il y a le Cut Killer Show. Et puis, c'est l'apogée des mixtapes, quoi. Okay. Ça veut dire que les mixtapes apprennent... c'est devenu un gros marché, parce que je te parle de ça en 97, 98. C'est un gros marché, tu vois, la mixtape. Et puis le DJing, il y a les compilations qui commencent à sortir en maison de disque. C'est les Hip Hop Soul Party. Exactement. 1, 2, 3, etc. Tu vois, donc moi, tu vois, c'est l'époque où on écoute... il y a beaucoup de DJ aussi, tu vois, même dans les villes, tu vois, il y a beaucoup de DJ de quartier, quoi. Exactement. Donc, du coup, ouais, moi, c'est ça. Je rentre dans le truc direct, tu vois. Incroyable. Ouais. Incroyable. Une fois de plus, on recontextualise. 97, etc. C'est le franc, c'est... voilà, c'est... Vous avez déjà écouté nos podcasts sur l'année 96, 97, 98, donc vous savez à peu près ce qui se passe à ces époques-là et tout. Déjà, il faut revenir déjà sur la base. La base, un DJ, qu'est-ce que c'est? Parce que l'histoire des DJ, en vérité,
il n'y a pas de date officielle, mais on dit que dès les années 40, il y en avait. Après, il y en a qui disent que c'est les années 50 et tout et tout. En gros, à chaque fois qu'il y avait des music halls, des fêtes ou des trucs et tout, il y avait toujours une personne qui était en charge de la musique. Ouais. Qui n'a pas toujours des orchestres, etc. Donc, effectivement, à un moment donné, dans les nightclubs, etc., on a commencé à avoir des disques jockey. Je ne sais pas s'ils s'appelaient comme ça dès le début, mais les gens qui passaient des disques. Après, le truc, il a évolué, et etc. Et beaucoup en radio aussi. Beaucoup en radio, effectivement. Quand tu lis la définition de DJ dans la définition de DJ, quoi, c'est beaucoup... t'as aussi l'aspect radio, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. L'aspect radio où on balance des morceaux en live que les gens peuvent écouter, etc. Donc, quand nous, on parle de DJ, pour le hip-hop, en vérité, c'est, ouais, t'as les grandes Master Flash, les DJ, il y en a, j'oublie toujours son nom. Jazzy J, mais il y en a Red Alert. Red Alert, Qui d'autre encore? Mr. Magic. Mr. Magic. Tous les pionniers, là, en France, Cash évidemment. Money. Cash Money, ouais. Couleur, Jazzy Jeff. Ouais, mais Jazzy Jeff, c'est encore la vague d'après. C'est beaucoup plus... Ouais, vraiment les tout premiers. pionniers. Il y en a DJ Holiday. Holiday, ça, c'est trap, ça. Mais en France, Non, évidemment. c'est un DJ d'Harlem, en fait. En fait, les DJ, c'était les premiers rappeurs aussi. En fait, c'est ça. C'est eux qui animaient les block parties. Ouais. Dr. Dre. Exactement, en fait. Dr. Dre, c'était un DJ. Exactement, Dr. Dre, par exemple, quoi. Donc, il passait des disques. Et ils animaient aussi pour dire, ouais, bouge ta voiture de là, truc, etc. Ils donnaient les infos et tout. Et c'était les vrais MC. D'ailleurs, Grandmaster Caz. Ouais, exactement. Il rappe, mais c'est aussi un DJ, en fait. Exactement. Donc, pour ceux qui pensent qu'il y a un écart, une différence et tout, en vérité, c'est des mondes très liés. Ah non, c'est ouais. Donc, tous ces mecs-là, dont Grandmaster Flash, qui commence à prendre les vinyles, les disques, les breakbeats de James Brown, de funk, de jazz, etc., etc. Il commence à faire des breakbeats. Qui fait des méga mix en plus, Exactement. parce qu'il utilise 3 platines. Exactement. Quand tu vois la vidéo de Adventures of Grandmaster Flash, tu vois qu'il a 3 platines. Et en fait, genre, il mixe Blondie avec plein d'autres choses et tout. Il fait répéter. En fait, sur les chansons avant, il y avait des grands breaks. Tu vois, les morceaux de funk et tout, il y avait des grands breaks de je sais pas combien de secondes où le mec chantait pas. Donc les mecs, ils répétaient ça, et les MC pouvaient danser, les danseurs pouvaient danser, les MC pouvaient rapper dessus, etc. C'était vraiment les débuts, les balbutiements du truc. Si tu veux, en fait, c'est même arrivé, comme tu le dis, avant les rappeurs, en fait. Ouais, c'est carrément ça. Et puis en plus, il y a un autre truc, c'est que par exemple, tu vois, je sais que Kool Herc, il faisait pas ça de la même manière que Grandmaster Flash. En fait, il remettait juste le diamant sur le break au moment où il fallait le faire. Et Grandmaster Flash, il a amené la technique pour qu'il n'y ait pas de cassure, en fait, pour que ça tourne en boucle, en fait. Donc, on voit la scène dans... C'est quoi déjà le truc sur Netflix? J'ai oublié. Hip Hop Evolution. Dans Get Down, où il utilise les crayons, où il amène les marqueurs, où il utilise les macarons du disque un peu comme des horloges. Donc, il a vraiment amené cet aspect technique, en fait. Puis, il faut se mettre aussi dans les conditions d'époque où le matériel qu'ils avaient, c'est pas le matériel qu'il y a maintenant, quoi. Donc, c'est vraiment rudimentaire, quoi. Je sais même pas s'il y avait des crossfaders. Je suis même pas sûr que dans les premières tables de mixage, je suis même pas sûr. Non, je pense pas. Je pense pas. Effectivement, t'avais que des potards, des potentiomètres ou qui te permettent de monter une piste, baisser l'autre, etc., etc. Et en gros, en fait, c'est un petit peu le début des arts des DJ, tu vois. Les arts des DJ, en fait, il y a 3 axes majeurs. Donc, il y a le mix. Ouais. Les gens comprennent pas, en fait, mais le mix, en vérité, c'est un mot fourre-tout, un petit peu, effectivement. Mais le mix, c'est l'art de l'art de mixer, n'importe quoi. C'est l'art de mélanger 2 chansons et de faire une transition invisible. Imperceptible. Imperceptible, voilà, imperceptible. Ouais. Après, il y a le scratch avec Grandmaster DXT, quoi, qui est avec Herbie Hancock dans Rocket. Je pense que c'est la plupart des DJ de cette époque-là, ils ont été marqués par son apparition, quoi. Parce qu'à la base, les mecs, justement, leur but, c'était de passer d'une chanson à l'autre sans que le public s'en rende compte. Donc, 2 chansons de BPM différents, de vitesse différents. Le but avec les
Les pitchs, c'est de les mettre à une distance égale pour pouvoir faire une transition que tu sens pas en fait. C'est-à-dire que tu danses en un son et le DJ, il a fait une transition tellement propre que tu danses en un autre son sans t'en rendre compte. C'est ça l'art du mix. Après, comme tu dis, il y a le scratch et après, il y a qui le n'est par accident en plus. Exactement. Parce que la musique est trop fort et lui, il va arrêter le son parce que sa mère lui dit de baisser le son et puis en fin de compte, ouais, voilà. Et voilà, tu vois. C'est vrai, ça. Et il a travaillé, il sort son scratch et tout en bloc party. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et le passe-passe qui est l'art de faire répéter un mot ou une phrase ou une partie d'un morceau de plusieurs manières, sur une mesure, sur une demi-mesure, sur un huitième de mesure. Enfin bref, tu peux faire plein de choses. Ça a donné ensuite du beat jungling, mais ça, c'est encore une autre discipline. Donc ça, c'est les arts primaires. Après, il y a plusieurs types de DJ. Ouais. Souvent, les gens ne comprennent pas ça, c'est que tu as le DJ, effectivement, le DJ qui passe des disques en soirée ou en radio. En radio, tu as le DJ de club. Oh, voilà. Donc, déjà, c'est déjà différent, parce que le DJ qui va mettre des trucs en radio, il reçoit les disques qu'on lui donne, il les mixe en live, ou en pas, ou peut-être qu'il enregistre ce truc, mais il mixe en live, il est tout seul dans sa cabine, à la radio, et c'est les gens qui écoutent chez eux. DJ de soirée, c'est encore un autre métier, carrément. C'est encore un autre métier, carrément. Carrément, le club, il est là pour la clientèle, et il fidélise la clientèle. Et voilà, quoi. Il sait quand les tenir sur la piste, il sait quand les envoyer au bar, il sait quand les refaire revenir sur la piste. C'est encore un autre job, DJ de club, quoi. Ouais, DJ Club, carrément, en fait, ton but, bah déjà, tu as la ligne éditoriale, on va dire, de l'établissement. Donc, si c'est un club de disco, si c'est un club hip-hop, si c'est un club électro, je sais pas quoi, tu vas t'adapter déjà à ce que le propriétaire, enfin, le club veut. Mais ensuite, c'est le public. Ouais, et puis aussi un truc qu'on a oublié, je pense, avec toutes ces années, c'est que maintenant, le DJ, c'est un DJ star. Mais à la base, le DJ, il est là que pour les gens, en fait. Il est là pour divertir les gens qui viennent en club. Et je pense qu'au début des DJ, il n'y a pas trop ce truc de DJ star, en fait. Il est là pour les gens. Et comme il le fait bien et il a sa touche, ça devient un peu une star. Ouais, mais à la base, le DJ, il est là pour les gens, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, tu es là pour ambiancer les gens. Ouais. Ambiancer les gens. Et tu as même ce côté un peu physionomiste où, quand tu mixes en soirée, tu regardes les gens, ok, eux, ils sont dans tel style, tel machin, etc. Il y a ce côté où tu commences à développer même cette capacité à lire les gens. C'est ça. Comme ils disent les carriers, read the room, hein, les bons DJ, en fait, ils ont la capacité de savoir à se dire, ok, il y a un groupe de jeunes là-bas, bon, je vais leur mettre ça, ou un groupe de personnes plus âgées, ils lisent la pièce, il y a 70% de go et 30% de gars, donc ok, je vais jouer pour les go et les go vont faire danser les gars, ainsi de suite. Ils s'adaptent à la situation. Exactement. Et ton travail, c'est de faire en sorte que la piste reste full et que les gens dansent, s'ambiancent, etc. Donc ça génère la consommation, machin, de la popularité, etc. Et quand tu arrives à le faire, les propriétaires, les promoteurs s'arrachent tes disponibilités, etc. Tu commences à mixer un petit peu partout, etc. Donc, c'est un petit peu ce truc-là. Il y a encore un autre type de DJ. Il y a les DJ qui fait des mixtapes. Ouais. Ça arrive dans les années 80, 90, et tout, les mixtapes et tout. Mais DJ Clou, Kid Capri, pour le pas les nommer. Mr. C, SNS, Doo-Wop. Enfin, ça, on va les citer, mais il y a tous ces DJ-là. Il y a les DJ... qu'on appelle les turntablistes, voilà. Les DJ qui sont, eux, dans le côté vraiment technique et qui font des compétitions, ou pas. Ouais. Donc ça, c'est la branche à laquelle tu appartiens, même si t'es un petit peu dans toutes. Ouais, je suis un peu dans toutes parce que quand j'ai commencé, en fait, les DJ que je regardais et que je prenais pour exemple, ils étaient aussi un peu dans tout, quoi. Exactement. Si tu prends Cut Killer ou tout le H à l'époque, ou tu vois des mecs comme Mousse, ils étaient à la fois dans les soirées, dans les mixtapes et à la fois dans les compétitions, tu vois. Crazy B, Crazy B, pareil aussi, tu vois. En fait, à l'époque, c'était un truc que tous les DJ, ils avaient, en fait. Ça s'est perdu un peu avec le temps. Mais tout le monde était un peu dans tout, quoi. Ça veut dire qu'ils touchaient un peu à la prod, ils faisaient des breakbeats, mais en même temps, ils faisaient des compètes, mais en même temps, ils faisaient des soirées, et puis des fois, ils bossaient avec des artistes. Donc, moi, je me suis dit, ok, ouais, c'est ce que je vais faire, je vais être un peu dans tout. Et je ne veux pas me mettre que dans un seul truc, en fait, dès le départ, quoi. Parce que je commence à mixer en 98, et je commence la prod en 2003, quoi. Ok. Donc, je commence peut-être quoi, 99, 2000, 2001... Ouais, 4-5 ans après, quoi. Ok. C'est marrant parce que le parcours, ils sont un peu similaires. Donc, 90 aussi.
98, pourquoi 98? Parce qu'il y a la Coupe du Monde de foot déjà. Bon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, c'est qu'il y a les championnats du monde, DMC. À Paris. En France, à Paris. J'ai pas été, hein, donc je vais pas faire le J'y étais pas. J'y étais. Le frérot, DJ9, DJ Sphinx, DJ Lynx, il y était, big up à eux. Le truc, c'est que nous, en fait, moi j'ai commencé par le rap. Très vite, j'ai compris que c'était pas pour moi. Cherchez pas, il n'y a pas de morceau. Il n'y a rien à écouter. Il y a toujours un morceau. Non, il n'y a rien. Donc, comme tu dis, il y a les championnats du monde de DJ qui existent depuis je sais pas combien d'années. Ouais. En fait, c'est donc nous on voit des cassettes vidéo. A-Track, DJ A-Track, que mondialement connu aujourd'hui, lui c'est celui qui a gagné en 97. Ouais. En 97, tu vois. Il a gagné, il avait 14 ans. Ouais, c'est ça, 15 ans, je crois. Ouais. En fait, c'est les compétitions DMC, donc le Disco Mix Club, je crois qu'il a commencé en 87 ou 88. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Et à la base, bah, c'est vraiment pour disque jockey, en fait. C'est-à-dire que c'est du mix, un peu du méga mix, il y a un petit peu de technique. Et plus on avance dans les années, en fait, et plus la technique apprend le Plus dessus, ça devient en fait. technique de fou. Et puis, t'as des DJ, bah ouais, comme A-Track qui gagne en 97 à l'âge de 15 qui gagne ans. en 96. Rock Raida, Noise en 95. Noise en 95, ouais. Kubert en 94. 94, je crois, ou 93. Mais il le gagne, en fait, il gagne 3 années de suite, je c'est crois, ça, il fait le Kubert. grand, Et il le gagne en équipe avec les Scratch Pickles. Invisible Scratch Pickles. Et ouais, carrément. Carrément, ouais. Donc, tout ce côté technique là, c'est un truc. C'est du bruit. Hein. Ma daronne, ça, elle comprenait pas. Je disais, mais c'est quoi ton bruit et tout et tout. En fait, on regardait. Donc, moi, je l'ai vu a posteriori, le DMC 98. Et je vois que Crazy B. Ouais. Je vois DJ AKKB. Ouais. Le japonais avec son passe-passe. Ouais, sur le Black Sheep. On était comme des fous. On était comme des fous. Je vois DJ Dexta. Ouais, l'Australien. Hein. Exactement. Ouais, Et celui qui gagne, DJ Craze. ouais. DJ Craze en 98, laisse tomber. Et celui qui fait second, Crazy B. Ouais. Le Qui avait Crazy B de gagné, Alliance Ethnique. Qui avait gagné 7 ans d'affilée le championnat de France, en fait. Ah ouais. Et qui était aussi DJ d'Alliance Ethnique avec Faster J. Et qui 7 faisait ans partie d'affilée. de Scratch Action Hero et de Double H. D'ailleurs, Trop big chaud, up trop Crazy B. Trop chaud. Trop chaud. C'est très sérieux. Trop chaud. Ah ouais, non. On se rend même pas compte à ouais. quel point c'est. Mais Kamel, Alliance Ethnique, il le dit. Là. Les gens, ils lui parlaient de Crazy B. Parce que le DJ savait que c'est un DJ de ouf. Et donc c'est toutes ces techniques-là, le scratch, etc., ça a aussi évolué avec l'évolution du matériel. Parce qu'au début, on était sur des Jiminy, des PMX... PMX 16, 25. Exactement. PMX 06, des trucs comme ça. Ensuite, sont arrivés... Bah, la platine technique, ça était là depuis le début. Depuis les années 70, je crois. Depuis les années 70, la platine technique, ça allait là. C'est un truc solide. Platine à entraînement direct. Oui, pas de courroie, pas- mais je pas pense courroie. on est tous passés par la courroie à un moment donné. quoi. Exactement. Qui pouvaient encaisser aussi des grosses mains qui scratchent, etc. Ouais. Donc il y a aussi l'évolution des diamants, les chours, les orthophons, etc. Le diamant, c'est le petit truc que tu poses sur le... Je sais, mais vous parlez chinois des diamants, des choux, des trucs. Les gars, faut vulgariser le bail pour les gens qui Non, mais écoutent. ouais, non, mais Mais c'est ça. c'est le mot, malheureusement. C'est le mot. Et en fait, toutes ces évolutions techniques, elles ont aussi fait évoluer la technique des DJ. carrément. Et puis il y a des DJ qui ont aussi amené leur touche sur les tables de mixage, quoi, parce que toutes les Vestax, Bah, ça, c'est elles ont été Kubert et compagnie. ouais, Kubert, c'est voilà, exactement, DJ Kubert, donc DJ de San Francisco, membre des Invisible Scratch Pickles. Là, on envoie des termes là, Arnaud, on envoie des trucs. Mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'on oublie aussi deux types de DJ. C'est les DJ producteurs, Aussi, DJ premier, ouais, DJ Quick, DJ Quick, Battle Cat, Battle Cat, Lord Finest. Lord Finest, qui d'autre encore Ils sont vraiment DJ DJ Tomp, DJ Tomp, ouais. Non, mais vraiment dans les premiers. Pete Rock, Pete Rock. En fait, c'est tous des Marley DJ. Marl, C'est tous des DJ. Marley Marl. Large professeur.
Ouais, là, c'est tous des DJ, c'est-à-dire que les mecs, tu leur mets des platines, les mecs ils mixent, ils scratchent, Les beatminers, etc. Evil D, Ouais, Mr. Wall. ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. Donc il y a ces DJ-là, et il y a une dernière catégorie, il y en a encore d'autres, hein, mais ça, c'est celle qui nous intéresse, les DJ d'artistes, de scènes, qui font des scènes, des machins, etc. etc. Mais DJ premier DJ premier, Exactement. mais DJ premier, de toute façon, c'est l'un des DJ qui a tout fait, parce que sur le côté technique, il est trop chaud. Ouais. Sur le côté beatmaking, bon, no comment. Sur le côté scène, pour ceux qui l'ont vu sur scène, c'est un truc de ouf. Alors pas mixtape, mais le côté créer des body of work et tout, il sait faire. Mais il y a plusieurs écoles aussi de DJ, parce qu'en France, au States, c'est pas la même chose. Nous, on va être très technique, etc. Alors que là-bas, tu prends un DJ Clou, par exemple, le mec, techniquement, c'est pas un DJ technique, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas manquer de respect et dire donner un commentaire désobligeant ou méchant, mais c'est pas son truc. Lui, son truc, c'est de créer des compilations. Prendre des instrus, etc. Un peu ce que DJ Khaled fait aujourd'hui, mais le mec, il a fait que des mixtapes. Ouais, comme Drama aussi, quoi. Comme DJ Drama, etc., etc. Carrément. Et là, on peut répondre à la question, la place du DJ dans la culture, en réalité, elle est super importante. Parce que le mec caleçon, c'est qui? Au quartier, qui avait du son. Ah, c'est clair, c'était les DJ, quoi. Fais-moi une cassette. Exactement. Ça, tu vois, le truc. Donc, Exactement. Carrément. Donc il y avait tout un écosystème où on allait dans les endroits en France, à Châtelet, Ticarette, Sound Record, Urban Music, etc., LTD, etc. pour acheter des vinyles. Donc c'était des maxi ou des albums, trucs qui arrivaient en import. Et nous on les achetait, les DJ les passaient dans leurs émissions, dans leurs soirées, etc. Et t'avais un vinyle, 1 ou 2 sons par vinyle. Donc imagine le DJ s'il doit passer, je sais pas, s'il passe 300 sons dans une soirée. 300 vinyles. Non, des bacs. Des bacs et des Ouais, bacs des et des bacs. bacs et des bacs. C'est-à-dire que c'était un vrai travail. Et il fallait avoir des moyens, parce que avoir des platines, c'était rarissime. Avoir la table de mixage qu'il fallait, c'était tout aussi rare. Et pouvoir encore acheter des vinyles, non, c'était une industrie qui brassait trop d'argent. Ouais, et puis le DJ a aussi son aspect aussi avant-gardiste, parce que c'est souvent des dénicheurs de nouveautés. Exactement. Et qui mettaient aussi en avant certains artistes, quoi. Donc il y a plein d'artistes qui doivent leur carrière au DJ, en fait. Bien sûr. Bien sûr, Avant parce qu'il y ait un peu le scandale des radios, par exemple américaines, où les DJ, il fallait les payer pour qu'ils jouent les choses. En général, si ton disque il est bon, et ben on le joue, et ça a lancé la carrière de plein d'artistes. Exactement. Par exemple, on le voit dans le documentaire de Stretch et Bobito, en fait, ils ont joué le premier maxi de Wu-Tang, Protect Your Neck. Et le titre a explosé grâce à ça, que ODB signe chez Elektra grâce à ça aussi, parce que voilà, quoi, il découvre Wu-Tang en direct. Donc il y a aussi ce truc-là, en fait, que le DJ il peut aider aussi à ce que certains artistes soient découverts. Et puis il y a aussi la mixtape, tu vois, par exemple, il va inviter tel ou tel artiste sur sa mixtape, il pose un freestyle. Par exemple, Cut Killer, il a fait Cut Killer présenter Lunatic, la Afro Jazz, Triptych, les Posca, la Ménage à 3, il y a tout ça. Et puis son freestyle, tous ces trucs-là. exactement, tu vois. Donc il y a plein d'artistes qui ont bénéficié, en fait, de ça, mais c'est aussi grâce au DJ, en fait. Bon, en gros, mixtape, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mixtape, c'est une compilation mixée, enchaînée, avec des scratchs, avec une intro, avec tout un espèce de réalisation en réalité, avec plein de morceaux connus ou moins connus, avec des freestyles éventuellement et tout. C'est ce que faisait très bien DJ Cost et Goldfinger, DJ Posca, DJ Cut Killer, Clyde. DJ Clyde, etc. DJ 9, big up à lui. C'est des compilations, en fait, on prenait plein de morceaux connus, pas connus, des morceaux qu'on dénichait, qu'on allait chercher, parce que tu avais trouvé le maxi ou je sais pas quoi, et tu les mettais dedans. Et les gens, en fait, qui n'avaient pas Internet, pas truc, ils avaient que ça pour découvrir des sons. Ouais, c'est clair que c'était ça, c'était au moins 2-3 mois en avance, quoi. Mais ça, en fait, c'est marrant parce que le terme mixtape, il a un peu changé au début des années 2000, en fait. C'est devenu le support des rappeurs après. Ouais, exactement. Beaucoup. Et c'était pour voilà, quoi, faire de la promo, rapper sur des phases B, etc. C'est pas mon album, mais je vais vous donner quand même
pas mal de choses, donc je vais appeler ça une mixtape en fait. Ouais. Mais à la base, c'est vraiment un faut support DJ. Ouais, à la base, c'était mixé. Et puis après, c'était plus mixé en fait. Parce que le truc, c'est qu'après, pour moi, c'est. Déjà, il y avait Funk Master Flex qui venait avec le 60 Minutes of Funk. Ouais. C'était des grosses mixtapes. Mais en réalité, c'était des compilations. C'est un peu que ce que DJ Khaled fait. Mais c'était des institutions. Ah ouais, c'est Parce clair. que lui, il avait en plus la radio, etc. DJ Clou. DJ Clou, c'était le premier mixtape. DJ Clou! Exactement. There's a storm! The final chapter! It's professional! Les Kid Capri aussi. C'était n'importe quoi. Et en fait, les mecs, nous, on était énervés. On dit, wesh, mais les mecs, ils mixent même pas. Ouais. Eux, juste écrit. Comprenez pas le truc, mais en fin de compte. On comprenait pas leur délire. Ouais, ils avaient- En fait, mais c'était des hosters. Mais après aussi, il y a aussi un truc qu'on oublie, c'est que t'as vu, tout ça, ça vient de la Jamaïque. Ça veut dire que Kool Herc, c'est un Jamaïcain. Voilà, merci. Il y a tout ce côté-là un peu toasté jamaïcain. En fait, les DJ d'ailleurs, même en Jamaïque, ce qu'ils appellent DJ, c'est les toasters en fait. Exactement. Et les DJ, ils les appellent les selectars. Exactement. Donc c'est encore Voilà, autre merci. chose en fait. Merci. Voilà, c'est là que je voulais en. Donc voilà, ça vient un peu de là aussi ce truc. Bah, surtout que la culture jamaïcaine, c'est ce que Bossa Nova raconte souvent. La culture hip, c'est la culture jamaïcaine, les sound systems. Où le mec, il mettait pas. Tu t'écoutes pas de la musique pour toi tout seul. Tu sors tes enceintes. Tout le monde va écouter aujourd'hui. Ouais, Donc tu mixes, etc. c'est clair. Et puis il y a quoi de plus jamaïcain que de prendre des disques de rock, de soul, de funk, de je sais pas quoi, et de les mixer ensemble et d'un mec qui rappe dessus, qui tosse dessus un truc quoi. C'est vraiment c'est super jamaïcain en fait les block parties quand tu regardes bien. c'est Le la base concept du truc. en vrai, c'est on fait un truc dehors, et on joue des trucs et on tosse dessus et les mecs ils dansent dessus, c'est un truc de ouf. C'est la base du truc. Carrément. Mais du coup, en termes de DJ et de trucs, il y avait aussi de DJ de mixtape. T'as aussi les Kid Capri. Ouais. Non plus qu'un DJ de soirée, mais surtout DJ K-Slay. de trucs de. K-Slay de Drummer King. A.K.A. Slap Your Favorite DJ. Mais Kid Capri. The Kid Capri. The motherfucking king! Capri! Hey, yes, you did! Tony Touch. Tony Toka. Enfin, les mecs. Ce que j'aime bien, c'est que chaque mec avait son style. Chaque mec avait ses exclus. Parce que ce qui est, pour le hip-hop, ça a été un vecteur de découverte de talent. Les mecs, ils coursaient DJ Clou. Il y a des mecs qui ils lui donnaient de l'argent, s'il te plaît, mets-nous dans ton CD, etc. Et il fallait pas être au-delà du track numéro 3 ou 4. Genre, si tu étais au-delà de ça, c'est que... Parce que, tu vois, c'était pas... Et c'était une véritable institution où les mecs, ils voulaient absolument être truc parce que dès que tu passais sur la mixtape de DJ Clou, Tu devenais Bonjour, quelqu'un. Fabulous. Ah ouais, non, ouais. tu devenais une rockstar. Ah, c'est clair. Fabulous, quand il passe dans la mixtape de DJ Clou, Ah ça y non, ouais, est, des sa carrière est Storm lancée. direct, c'est clair. Desert Storm, après ils font le label, tout ça. Enfin, t'imagines le pouvoir que ces mecs-là, ils avaient. Ah oui. Ah non, Parce c'est que clair. tout était centralisé dans les mains de ces quelques DJ là qui avaient des carrières et des carrières C'est clair. entre les mains. Donc Après, tu passais là-bas, ça y est, c'était bon. Après, il y a aussi il y a le truc, c'est l'avantage, c'est que les DJ, ils ont leur oreille, et ils ont cette connaissance de la musique qui fait qu'ils savent ce qui va marcher ou pas, en fait. Du fait de l'expérience et du fait d'être constamment en lien avec la musique. Et je trouve qu'on le retrouve encore dans beaucoup de DJ qui finissent producteurs, en fait. Exactement. Ils ont ce truc à force d'écouter, de mixer de la musique, ils arrivent à savoir ce qui va marcher ou pas. Et donc, du coup, c'est un atout en plus. Ça, en fait, exactement, pour ça développe genre ton oreille de d'artiste, fou. Ça développe ton oreille de fou. Tu vois un mec comme Snake, le mec il mixe, il a mixé pendant je sais pas combien d'années, donc il sait. Tu vois, c'est les clair. formules, les machins, les Clair. trucs. Il a ça. Bob Sinclair, pareil, c'est un DJ qui à la base qui vient du hip-hop. Donc tu vois, il est pétri de toute cette culture-là, de comment ça fonctionne, la dynamique, etc. etc. Que Tibi, DJ LBR. Même etc. Guetta, il vient du hip-hop à la David base. Guetta, bien C'est sûr, le DJ bien de sûr. Sydney, en fait, à la base. Donc, c'est des mecs qui viennent du hip-hop, qui ont baigné dedans, mais au bout d'un moment, ils ont voulu faire d'autres choses, quoi. Ouais, mais mais c'est même la musique électronique, si on va plus loin, genre la house, la techno, ça fait aussi partie du Exactement. hip-hop. C'est fait par les mêmes gens. Et dans le ghetto, quoi. C'est Bien sûr, les fait à Carl Détroit, Cox, tout comme ça, bien sûr. et à Chicago, quoi. Donc, Ouais, bah, il y a la grosse scène de Détroit, effectivement. ouais, c'est un peu les mêmes mecs, mais qui ont fait un autre style à une Ouais. autre époque, quoi. Donc, la place du DJ, donc tu reprends les DJ Drama, les DJ SNF, les DJ, les grosses mixtapes là, les DJ Wookid. En fait, les mecs, à la base, ils mixaient des musiques de tout le monde, etc., etc. Bon, pour des histoires de droit, de ceci, cela. Ou quand, c'est qui
Bah, DJ Clou, qui avait mis un morceau de Biggie dans une de ses mixtapes, un morceau qu'il n'avait pas le droit de mettre, et Biggie le cherchait. Biggie, c'est Rafadio qui raconte l'histoire. Biggie le cherchait, il avait un flingue. Et il dit je cherche Clou là, tu le connais pas, tu sais pas, truc. C'est Biggie ou Big Pun? Biggie. Ah ouais. Il avait un flingue et il cherchait truc. Il a dit ouais, il avait pas le droit de le prendre, etc. Il cherchait DJ Clou, il voulait le faire. Non, mais Après, Fadio, il a réussi à le convaincre de rien faire. DJ Wookie qui a fini dans un coffre. Ouais. Non, bah Ça, c'est Big Pun, ça. Faut se remettre dans le contexte aussi où peut-être que maintenant on se rend pas bien compte, mais le marché de la mixtape, surtout aux États-Unis à cette époque-là, ça rapporte de l'argent, mais énormément en fait. Mais dis le terme. Mais ça rapporte. Oh, mais dis le terme! Pas de drama, il va en prison en fait d'ailleurs. en fait, c'est du vol. Ouais, clairement. En fait, c'est pas réellement du vol. Bah, tu joues les morceaux des gens sans les payer, et que tu fais de l'argent dessus, etc. C'est considéré etc. comme de la promo en fait. C'est ça un peu le vice de la mixtape, c'est que c'est vu que tu reçois des promos en vinyle, bah toi tu continues et t'enchaînes des promos et c'est une cassette promotionnelle. Mais en réalité non en fait, puisque tu prends de l'argent pour tu ça, les vends. donc et Parce que tu que- les vends. Comme tu le dis, en fait, il y a des mixtapes, que ce soit de Funkmaster Flex, de DJ Clou, de DJ Wookid, de DJ Drama, de DJ Kid Capri. Ça s'est vendu à des Bien sûr. des millions d'exemplaires. En plus, comme c'était pas comptabilisé ou je sais Ah pas non, quoi, non, tu sais non, même pas c'est- les mecs comment ils en vendaient. Ah c'est clair. Ils imprimaient ça vite fait, c'est des cassettes à la base, un truc. Je pense que c'est ça qui a tué un peu la mixtape d'ailleurs, c'est qu'il y a eu tellement d'argent et au bout d'un moment, bah, les maisons de disques, elles ont commencé à mettre la main dessus en fait. Bah après, le raid qu'ils ont fait à DJ Drama et Don Cannon, où les C'est mecs ça. ont fini avec le FBI qui leur est tombé dessus. Ils ont pris des 80 000 mixtapes, je crois, ils ont serré de l'argent en espèces. Imagine. Des comptes gelés. Et ça, c'est ce qu'ils ont attrapé. Imagine depuis combien d'années en fait le truc. Oui. Non, l'économie de la mixtape à un moment donné, surtout à cette époque-là. Mais bien sûr. En fait, en tant que DJ, tu pouvais sortir une mixtape chaque semaine. Parce qu'il y a toujours plein de morceaux, plein de trucs, et les mecs, ils ont commencé à demander à des artistes des inédits, un inédit, et deux, et trois, et après, ça donnait des compilations. Et après, t'as The Professional, le part 1, où t'as des morceaux de ouf. Fantastic Four. Non mais... Talk about, huh? That's what we talk about. That was a symphony. Without me on it, it ain't a symphony. T'as toute la vague de Le Wookie Professional Wookie des G-Unit aussi. Bien sûr, bah, les G-Unit Radio, etc. Même c'était pas Professional 3 aussi. Le 3. Le 3, il y a quoi dedans déjà? Parce que le... Jadakis Ugly. Ah, Put c'est dans your le- hoodie on ok, it, ok. just tugging on that. ACG boots, tugging on that. Ok. Put your pants sagging, just tugging on that. Ok. New York City, tugging on. It can get ugly, it can get ugly, it can get ugly. Professional 3, DJ Clou. Non, c'est trop. C'est trop. Put your hoodie on and just thug it on now. ACG boots, thug it on now. C'est trop, c'est trop. Avec l'écho. Non, non, Avec c'est l'écho. trop. Mais le truc, c'est que, en parallèle de cette vague-là, là, de DJ de mixtape pas technique et tout, développer aussi le côté des DJ super techniques. Ouais. Hubert, les machins, etc. Et nous, vraiment, on était focalisés sur, sur cette partie-là. Tu vois ce que je veux dire? clairement. Des mecs où tu regardes des compétitions où tu vois les mecs qui scratchent pendant une heure, des mecs qui font du passe-passe, des compétitions, des battles, en fait, des mecs qui se répondent avec des morceaux de ceci, de cela. Je prends une phrase de Prodigy et Chuck. En fait, ça a développé tout un art. Et de l'autre côté, t'avais autant des mecs qui étaient ni dans la mixtape, ni dans les compétitions, qui étaient que dans les soirées. Et t'as des mecs qui sont devenus des mecs de soirée, des mecs incontournables. Et t'as des mecs qui faisaient tout. Ouais. Des mecs comme la fameuse scène, l'une des plus iconiques en France, c'est que Killer dans la haine. Tu vois, ce qu'il fait là, c'est quelque chose qui a déclenché l'envie de devenir c'est DJ clair. chez beaucoup de mecs, tu vois. C'est clair, c'est clair. C'est une scène mythique et tous les DJ, je pense, qui ont commencé dans les années 90 ou même un petit peu après, cette scène, elle leur a donné envie de faire la même ou au moins essayer de faire la même chez eux d'une manière ou pas. Moi, j'avais les platines, moi, de face à la fenêtre aussi, quoi. Enfin. Et ouais, tout fait, c'est... Ah, on l'a tous fait. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Tu mets... On l'a tous fait, la casquette baissée aussi, tu vois. Ouais, exactement. À C'est cut, le truc, non, c'est vraiment. légendaire. Les cuts, bon, il y a un canapé, il y a des Il y a pas micros. que- Tu vois. Non mais,
Donc cette scène-là, qui est iconique, où le mec, il fait du scratch, du passe-passe, où vraiment on voit quelque chose, c'est spectaculaire, tu vois, il y a le côté spectaculaire où tu le vois, tu peux tourner, tu peux faire des trucs plus Et ou moins aussi le spectaculaires. sens du morceau, quoi. Parce qu'il y a Sound of the Police, NTM Police, sur le même sample que Machine Gun Funk et tout truc. Ouais. C'est, Non, dans, c'est- dans le film La Haine, dans le contexte et tout, c'est dingue. En fait, c'est ça, c'est le mixage, le mélange de plein de trucs qui doivent pas être mélangés normalement, qui sont Exactement. séparés, et tu crées une version inédite. C'est ça. Mais en France, en tout cas, il y a eu donc les mixtapes de Posca, de Cut Killer. T'as des numéros de certaines de ces mixtapes qui sont des objets iconiques aujourd'hui, des objets ressortis. La Posca 25 Bah ouais, la 25 qui est vraiment par rapport au rap français, t'as laisse avec tomber. Busta Flex, etc. Bon. Enfin, c'est tu vois, il y avait des morceaux et il y avait quelques phases B où les mecs venaient rapper. What's the flavor? What's the flavor, c'était un truc de fou. Funky Maestro. Frank White, je te vois. Frank White. Big up à Posca aussi. Posca, bien sûr. Posca, de toute façon, voilà, c'est une icône dans ce monde-là parce qu'effectivement, ils nous a clairement. donné tous envie de faire des mixtapes. Après, je sais pas si on se rend compte. T'es là à la maison, t'es sur TF1, t'es avec la daronne, entre la pub des Feux de l'amour, je sais pas quoi, tu vois la pub qui passe. DJ Cost et Goldfinger. Ouais, double face. Hip Hop Soul Party. Non, Hip Hop Soul mixtape. Party, c'est. C'est DJ Abdel et Cut Killer. DJ Cut Killer. Mais Cost et Goldfinger, les Cost double et faces, Goldfinger, c'est double face. Ouais. ça passe à la télé normale. Ouais, mais des ça, c'est- publicités télé. Mais ça, Pour des c'est mixtapes. justement quand ils se sont rendus compte que les mixtapes, ça générait de l'argent, les maisons de disques, elles se sont dit, ok, bah tenez notre catalogue, faites ce que vous voulez, mais avec notre catalogue, et ça sera distribué à échelle nationale, voire peut-être même parce plus, que- je sais même pas, tu vois. Il y avait la Motown, etc. Ouais, Il y bah avait des Motown, catalogues de fou. Flavors, et puis Cut Killer, c'était chez Sony, donc tu vois, donc... Il y avait de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire, et bah, ça a donné les compiles qu'on connaît, quoi. Mais par exemple, tu vois, la compile Hip Hop Soul Partie 3 avec le CD spécial rap français, il y a énormément de morceaux qui ont été mythiques grâce à cette compile, quoi. Non, c'est dingue. Dingue tout ça, l'évolution de la mixtape, elle a On se rend pas compte à donné quel point des c'était grandes puissant. choses. On se rend pas compte à quel point c'était puissant et ça a généré v'là les sous parce qu'effectivement les morceaux une fois qu'ils sont sortis il y a des morceaux américains qui étaient pas exploités. Là il y a moyen de faire un billet monstre parce que c'était vendu plus que des albums hein, les mixtapes surtout que c'est tu clair. pouvais en avoir régulièrement Sous le manteau. tous les 2 mois ils pouvaient sortir une nouvelle Ouais, et puis il y a aussi un autre truc, c'est que la mixtape a à faire la promo de l'artiste qui est signé dans la maison de disques. Donc quand l'artiste il sort son album, bah tu vas aller l'acheter aussi en fait, quoi. Parce que je sais pas si vous vous rappelez les track listings, mais bon, les artistes c'était, je sais pas moi, Busta Rhymes, Wu-Tang. Il y avait vraiment les artistes genre de l'époque et tout qu'on attendait et on voulait les entendre et sur la mixtape et on voulait en acheter leur album après en plus, quoi. Parce que des fois il pouvait y avoir des morceaux qui nous échappaient ou des morceaux qui n'étaient pas sur l'album, donc du coup qui sortaient un petit peu avant. Donc du coup quand l'album il sort, bah toi tu vas l'acheter parce que tu découvres l'artiste et tu découvres l'univers, quoi. Bah, ce modèle il continue hein. Tu vois les 50 Rick Ross et tout c'est toujours ce qu'ils ont fait avant de sortir l'album. Mixtape on ouvre Bien l'album. sûr. On fait une mixtape, elle fait le travail, etc. Elle fait le travail de convaincre ceux qui sont pas convaincus et de créer cette attente. Allez, hop, t'arrives et tu fais les premières semaines de fou. Ah non, c'est clair. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'avec ce truc de mixtape, là, on avait tous ce mec du quartier. Un grand du quartier qui avait toujours du bon son, qui avait toujours des mixtapes de fou. Tu rentrais dans sa voiture, un Clio Baccarat ou un VR6, un tailleur cuir. Et t'entendais du son, tu disais non. Et dès qu'il passait, tout le monde disait, ouais, lui, il a du son, etc., etc. Quand t'allais le voir, ouais, tu peux me faire une cassette, s'il te plaît, etc., Ouais. etc. Bah c'était les playlists avant les playlists, quoi. C'est ça. C'était ça, hein, c'était la playlist Spotify ou la playlist quelconque, enfin je saurais pas donner le nom, mais avant la playlist, quoi. c'était Imaginez un monde où il n'y avait pas toute la musique à disposition comme ça, là, ou pour l'avoir, où tu devais aller l'acheter, où tu devais connaître des gens qui connaissaient. C'est-à-dire que tu allais voir le Bougrano, s'il te plaît, tu peux me faire une cassette de trucs, de machin, de trucs, et tu découvrais des trucs. Après, tu avais des émissions à la radio, effectivement. Bomb Rush, pour ne pas la citer. ça. Ouais, Bomb Rush, Bomb Rush, en plus, tu avais des... Sky BOSS, Sky Sky BOSS, BOSS, DJ Spank. West Coast West là, Coast là, Couvre-feu, Couvre-feu. Terrible. DJ Lordissa, DJ Cream, DJ Cream, Posca aussi. James,
Naughty G. Enfin, Yes. que des DJ qui ont contribué aussi à la radio et à carrément. l'expansion des émissions SP. Parce que des émissions SP, on oublie que effectivement, il y avait des exclus et tout. Mais à la base, c'était des émissions de mix. Exactement, c'est des mix shows. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des Avec mix tout où ce que les les mix shows ils comprennent quoi. Par exemple, tu vois avec les signatures, par exemple, Funk Master Flex il a la bombe. Il a la bombe. Cut Killer il avait la bombe aussi. Il avait aussi. New York! It's going down! Funk Flex! Et il avait le truc aussi, tu vois, de Cut Killer Show, la bombe de la semaine. Exactement. Tout droit de l'underground. Les mecs ont réussi à break des artistes. KBOSS, pareil, il y avait l'intro qui était identifiable, l'outro aussi qui était pas pareil. L'ambiance. Le nouveau. De sport. C'était quelque chose. Donc en fait, t'avais pas la possibilité, même quand t'avais pas d'argent pour avoir du son, tu pouvais avoir du son parce que t'avais les mix shows, les radios ou des mixtapes qui tournaient en cassette et tout. Ta première mixtape, tu l'as fait quand? Alors j'en ai fait une qui était un peu vraiment rudimentaire, moi tout seul, vers 2001. C'est une mixtape d'R&B en plus. D'accord. Parce qu'à l'époque, Ensuite j'ai fait Pimp Shit avec mon gars Guillaume de Just Like Hip Hop, qui était une mixtape en fait spéciale Crunk et Dirty South. Parce que c'était le début du Dirty South en 2003. C'est à l'époque de Bone Crusher, Young Twins, tout ça. Exactement, tu vois. Et en fait, c'était une mixtape sur la thématique du pimp. Ok. Donc, ça s'appelait Pimp Shit. Après, j'en ai fait une qui s'appelle Rap Français Anthologie, avec des morceaux voilà, de l'époque de l'âge d'or du rap français en France, quoi. Enfin, voilà, quoi, l'époque de l'âge d'or. On n'a pas tous la même définition de l'âge d'or. Effectivement. À l'époque où je l'ai fait, quoi, c'était ça. C'était l'époque un peu Time Bomb, la Clica, etc. Mais ça. Et après, j'ai fait la Go Fast mixtape. Et là, on est plus sur le format... Non, avant ça, j'ai fait la mixtape DJ Stretch présente Youssoupha. Enfin, la mixtape, quoi. Avant son album en 2006. Avec une intro très spéciale. Produit par un DJ Flexstar. Un certain DJ Flexstar. Un mec que vous connaissez vite fait. Avec un sample dont on taira le nom. Exactement. Vous aurez écouté si vous trouvez. Et en 2010, 2011, 2010, je fais une mixtape avec Sam qui s'appelle Go Fast Mixtape. Ouais, Go Fast. Et puis entre-temps, j'enchaîne d'autres mixtapes. J'en fais une avec Ron Bryce aussi, qui s'appelle Reality Rap. Reality Tape, pardon. Et celle de Perso. J'ai fait pas mal de mixtapes quand même. Ok. Quand même. Non mais incroyable. Moi c'est marrant parce que moi j'ai le souvenir de ma première mixtape. En fait, DJ Neuf, The Spice, Sphinx, en fait on faisait tous nos mixtapes entre potes. Ouais. En plus c'est marrant, on s'invitait sur notre truc. Je veux dire, fais une intro pour ma mixtape. DJ Yunsi aussi, tu vois, c'est tous les mecs du quartier en fait. On s'invitait sur les mixtapes des uns des autres. Moi, ma première mixtape, j'étais en 3e. Je me souviens, j'avais un BMX. Donc j'avais fait sur une cassette. Et j'enregistrais les cassettes les unes après l'autre. J'en avais vendu une à mon surveillant. Mon truc, j'ai dit, ouais, c'est ma mixtape et tout. J'avais écrit, DJ Flexman, je l'avais vendu et tout. C'est trop marrant. Et après, ma première mixtape en CD, je l'ai fait en 2000. Ça s'appelait Summer Jam. Ok. Summer Jam. Je me souviens, j'avais fait la pochette avec Tyra Banks. Tyra Banks, on l'a assassiné sur les mixtapes. Tyra Banks sur du sable. Et il n'y a pas de track listing et tout. C'était une mixtape que t'écoutais d'une traite, etc. Donc, on se prenait la tête, parce qu'on faisait une intro. Donc, on enregistrait avec les premiers ordinateurs, etc. Enfin, des ordinateurs de l'époque. Ouais. Tu crées une intro, après tu faisais tes enchaînements, etc. Après une outro. Des fois, t'invitais un pote à toi qui faisait une interlude et tout. Un freestyle ou un truc. Voilà, on se prenait la tête. On se prenait la tête vraiment. Et ça, je me souviens, été 2000, j'en ai vendu, mais je sais pas combien. Dans le quartier, là, à Mantes, laisse tomber, j'en ai vendu à tous les grands du quartier, dans toutes les voitures, etc. Parce que c'était du R&B, et ils étaient friands de R&B. Non, mais il y a une époque, puis on est sur d'autres chiffres aussi, quoi. Tu vois, par exemple, même moi, à ma petite échelle, la mixtape Rap Français Anthologie, j'en ai fait 1000, j'ai quasiment tout écoulé, quoi. Tu les vendais en plus 15 € à l'époque. Ouais, c'est ça, entre 10 et 15, quoi, tu vois. Donc, après, c'était de la main à la main, c'était du dépôt-vente dans les boutiques, dans certaines boutiques qui achetaient, tout truc. Et voilà, quoi, c'était... Non, c'est cool, c'est une bonne carte de visite. C'est un mixtape, c'est surtout une carte de visite, quoi.
c'est une étape. Après, c'est une époque, quoi. Et puis après, il y a eu d'autres manières de le faire. Là, il y a plus les podcasts, les mix sur SoundCloud, Mixcloud, etc., quoi. On est plus dans ça maintenant, quoi. Bah, avant, effectivement, t'étais pas un DJ officiel si tu mixais pas en soirée, ou si t'avais pas sorti une mixtape, ou si tu faisais pas des prods. Ou si tu faisais pas les compètes, quoi. Il fallait Ou les avoir compètes, ou ouais. gagner une compète, ou faire des soirées, ou avoir sorti une mixtape, quoi. C'était le Graal, la mixtape, quoi. C'est pour ça que quand les gens, des fois, ils te posent la question, tu leur dis, je suis DJ, tu mixes où? Exactement, Non, en ouais. fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Je suis pas DJ parce que je mixe quelque part. Non, et puis il y a aussi le truc de... On n'est pas forcément tous résidents non plus. Exactement. D'ailleurs, moi, c'est le choix que j'ai jamais voulu être résident, en fait. Parce que pour moi, c'est un peu... mine de rien, une résidence, c'est un petit peu un taf que tu vas faire chaque semaine. J'aime bien, en fait, ce côté où t'es un petit peu... tu te fais désirer, mais où t'es pas forcément tout le temps au même endroit. Bien sûr. Alors, Tel endroit, précisons, tu vois. un DJ résident, qu'est-ce que c'est? C'est le DJ officiel de la boîte. Donc, il est là Exactement. tous les soirs. Si la boîte fait vendredi, samedi, ben, tous les vendredis, samedi, lui, il est là. Exactement. Et après, il y a un DJ guest, ou un DJ qui est plus ou moins connu, plus ou moins star, qui vient, qui fait aussi un show. Donc, le résident, c'est pas le mauvais rôle, mais c'est le rôle du DJ sédentaire qui bouge pas. Et, Ouais. et les DJ qui ne le sont pas, ben, ils peuvent aller mixer là, et mixer ailleurs, et mixer là-bas. Et ça au DJ Jams. Ouais, et puis après, être résident, attention, hein, c'est pas péjoratif. Hein, ce Bien que sûr, je bien dis, sûr, hein. absolument pas. En fait, en vrai, souvent, les résidents, ils ont une... En fait, je dirais que pour faire ses armes, c'est bien d'être résident, en fait. Parce que tu as vraiment le temps de connaître le club, de connaître les gens, et de connaître, de maîtriser le fait Déguiser ce sens. de faire des sets, en fait. Parce que tu peux jouer jeudi, vendredi, samedi, et il n'y a pas une soirée qui sera la même, en fait. Parce que les gens ne seront pas les mêmes, parce que, je sais pas moi, le son que tu vas lancer en peak time le samedi, ça ne sera pas forcément le même que le vendredi ou le jeudi. Et parce que voilà, quoi, les gens seront dans un mood différent, la pièce sera différente, le temps sera différent. Donc, ça joue, en fait, et c'est super formateur, je trouve. Bien sûr, parce que des fois tu fais des beats de ouf, des fois tu te plantes, Eh ouais. tu vides la piste, etc., etc. Enfin, en fait, la sanction elle tombe direct, tu vois, c'est comme en Champions League, tu vois. Tu fais une erreur, tu la payes cash. N'importe quoi. Non, parce que, en fait, le truc il est vivant. Là. Tu fais n'importe quoi, les gens ils te regardent bizarrement, ou les gens quittent la piste, ou des fois il y a des mecs qui te lançaient des Smirnoff. Tu vois, parce qu'on a connu des trucs comme ça. Parce que, ouais, ça peut être dangereux comme métier. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, t'as la responsabilité de divertir le peuple, quoi. Donc, il te fait confiance, quoi. Faut y aller. Voilà. Faut y aller. Et tout ça, en fait, ça a donné lieu à une grosse scène de DJ. Donc sur Paris, dans le monde entier, etc. Mais sur Paris, notamment dans les soirées hip-hop, Ouais. où t'avais beaucoup les mêmes gros DJ qui ont fait leur place. Je pense à DJ Lordissa, qui a mixé énormément de soirées. LBR. DJ Battle, Big Up DJ Battle. Yes. Le Gibus, les grosses soirées. Sneakers and etc. Cap, etc. Oh là là. C'était incroyable, cette soirée-là. Soirée de Big Jourville, Big Up Big Jourville. Big Jorville. Cut Killer, évidemment, qui était déjà le top du top. Le Slow le Club avec Spank. top. Avec Spank, ouais, effectivement. Il y avait quoi d'autre encore? Bah, les bains. DJ Tyler Durden, il y avait DJ Noise. Skis 101, DJ Noise. Big Up DJ Noise. Skis 101, putain, Ils ont c'était... One spécial Neptune. Oh là là là, des soirées, des concepts. En Ouais. fait, c'est même là que les DJ de soirée ont commencé à devenir des stars. Et avant, en fait, il y a un truc tout con. Hein. Jadis, il fut une époque où t'allais dans une soirée parce que c'était le DJ qui mixait. Bien sûr. Moi, je me souviens avec Duspi, hein, Big Up DJ Duspi, toi-même tu sais, Big on up allait Duspi. les soirées au château de Chalice parce que c'était DJ Noise qui mixait. Et on allait, on l'étudiait, on regardait. Ok. on dansait même pas, tu vois, limite on dansait pas. Parce que Noise il mixait, il avait un truc, mais Noise de toute façon il est trop fort ce mec. Il avait un mix, un truc, comment il bougeait ses mains, tout ça, c'était incroyable. Et nous on était mordus de ce truc-là, donc du coup on comprenait cette gymnastique, ce qu'il faisait. C'était incroyable. Cut quand il mixait, mais c'était un événement. Non, et on voulait tous y aller, etc. Je me suis dit, oh, mes grands frères, mes grands cousins et tout. C'est Cut Killer, c'est la soirée de Cut Killer. Non, mais vous vous rendez pas compte de Cut Killer. On se rend pas compte, on se rend pas compte. Dans ces années-là, déjà, Cut Killer, il arrive avec une armée.
C'est-à-dire que tu vois, il est là, déjà, il est impressionnant parce qu'il est grand, avec son Bombers double H, son Teddy double H. Ouais, c'était le rock. C'était le rock. Derrière, t'as 10 mecs de la street team. Les points pour les gars à texte, tu vois. Exactement. Pareil avec des manteaux, etc. Imagine, tu vois des mecs, une équipe arriver comme ça, c'était impressionnant de ouf. Et massif, et c'est impressionnant, et tu vois le truc, et l'intro, et puis voilà, quoi. Il impose son style, quoi. Donc, ouais, clairement, c'est vraiment à l'américaine, quoi. De chez nous, mais à l'américaine, quoi. C'était, ouais, impressionnant. C'est de la folie. Les gens se rendent pas compte, en fait, qu'aujourd'hui, maintenant, avant, je le dis tout le temps, mais ça, avant, quand il y avait une soirée, la première question qu'on te posait, ouais, c'est qui est-ce qui mixe? C'est qui le DJ? Aujourd'hui, il y a une soirée, on te dit, elle a combien la bouteille? Ouais. Après, il y a encore des DJ qui arrivent à rassembler du monde, et c'est fait différemment, mais c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus le lieu que le DJ, en fait. Ouais. Je vais aller au Wanderlust, je vais aller dans tel club, parce que la soirée en fait prend le dessus sur le DJ en fait. Mais il y a encore quelques DJ qui arrivent à amener du monde comme ça en fait. Comme Al en fait. Mais surtout qu'avant ça se faisait effectivement avec du bouche à oreille ou des flyers. Avec la street team de Texaco qui mettait des flyers partout dans Châtelet, des machins où tu sortais de Châtelet, on te donnait des trucs, ouais, telle soirée avec DJ un tel, DJ truc et tout. Et ça a fait naître des carrières. Hein. Il y a des mecs qui sont devenus des rostas grâce à ça. Carrément. Voilà, Snake qu'on a déjà nommé, mais tout ça. Snake et toute sa team, quoi. Toute la team, la Famous Team. La team qui était un peu avec Mercer. Donc il y a Chami, bon, forcément Mercer, Chami que je big up. Big up. Et après, il y a aussi le côté, c'est aussi les DJ qui se sont mis à la prod, quoi, qui se sont dédiés à la prod et qui font toujours du DJing, mais au service de leur production, en fait. Exactement. Et ça, c'est l'évolution pour moi des DJ, quasiment tous, ils ont fait ça. DJ Babou. Le Funk Flex, en fait, tous les DJ qui ont produit, qui ont soit monté un label, et soit décider de sortir des albums en leur nom avec des productions. Donc, c'est la suite logique, quoi. Effectivement, parce que en réalité, on voyait le truc arriver à sa fin. Quand on a vu que les machines, les logiciels commençaient à permettre de trucs. Moi, tu vois, je commençais la prod en 2001. Donc, dès qu'on a vu qu'il y avait la possibilité sans avoir forcément une MPC ou je sais pas quoi, on s'est mis à faire de la prod et à développer ce truc-là parce que, effectivement, tu consommes du son, tu écoutes du son plus que la moyenne. Donc, tu développes des facultés de compréhension, des machins, des sonorités et tout. Et toi aussi, tu commences à avoir ton propre style que tu as envie de mettre en avant. Et je me souviens, toujours, il y avait un mec qui nous avait... Je crois que c'était à Sound Record ou je sais plus quoi. Il y avait un mec qui nous a dit, ouais, si t'es DJ aujourd'hui, si tu fais pas de la compète, si t'es pas l'un des plus forts, etc., il faut absolument que tu apprennes à utiliser une MPC ou un truc pour faire des instrus et tout. Il nous avait dit ça, mais on venait de commencer avec deux speed, tu vois. Ouais. On avait 15-16 ans, tu vois. Ouais. Et je t'avoue que ça s'était resté dans nos têtes. Et très tôt, on a voulu commencer à faire de la prod, etc. Et regarde, il y en a plein qui en ont fait leur métier. Clairement. Et que c'est devenu des gros beatmakers et tout. Clairement. Et puis, je pense que vraiment, la musique, elle a... En fait, le fait de mixer et tout, ça t'amène ce petit recul et ce truc que t'as un petit peu en plus par rapport à la musique, en fait. Tu sauras, en fait... Après, voilà, tous les DJ ne sont pas top producteurs. Bien sûr. Et tous les top producteurs ne sont pas forcément bons DJ. Bien sûr. Mais il y a quand même des exceptions où le fait d'être en rapport avec la musique, ça t'aide à produire plus rapidement et t'as un rapport beaucoup plus logique, en fait, à ça, en fait, à la production. Après, il y a un autre aspect du DJing qu'on n'a pas c'est que quand tu es DJ d'artiste, tu l'as été, je l'ai été, etc. Ouais. etc. Je suis encore. Ouais, tu l'as encore, oui, bien sûr, je suis fou. En fait, quand tu es DJ d'artiste, les gens se rendent pas compte de la responsabilité que tu as. Le show. Ah non, mais ouais. Le show, on le fait, de toute façon, on a fait des trucs où le show, en fait, si ton ordinateur il plante, il n'y a pas de show, les mecs. En fait, c'est un peu, le truc qui est un peu ingrat, c'est que si le show est mortel, c'est tout pour l'artiste. Si tu foires le show, c'est de la faute du DJ, en fait. Le malotru. Alors qu'en vrai, le DJ, il fait, j'ai pas envie de dire 80% du taf, mais s'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de voix, quoi. C'est vrai que la scène, c'est un truc d'équipe, mais le DJ, c'est vraiment la colonne vertébrale du show, quoi.
C'est-à-dire que tu sois avec un live band ou que tu sois simplement DJ, quoi. C'est-à-dire que Bah, si t'es avec un live band, c'est toi qui vas envoyer les sessions à Ableton. Si t'es juste avec des platines, c'est toi qui envoies les bandes, mais tu peux pas. C'est toi qui tiens le show, en fait. Ah, c'est clair. Et c'est là aussi que tu retrouves vraiment la place du DJ que je trouve dans la culture, c'est que le DJ, il est un peu en retrait, mais il a une place importante parce que c'est souvent lui qui va tenir le reste, en fait. C'est une place centrale. Ouais, C'est le DJ qui va être producteur, c'est le DJ qui va... manager, des fois. Qui va être manager, qui va... par exemple, Quick. DJ Quick, qui est manager, enfin, qui a été manager de... Enfin, pas manager, mais qui a créé le label, qui a développé Nino, quoi. Par exemple, c'est un exemple comme Quick ça. français, DJ Quick français. DJ Quick français, que je big up au passage. Big up, c'est Quick. Et ouais, donc il y a vachement ce truc-là où il y a DJ, par exemple, Core, qui est aussi Exactement, pareil, excellent DJ. Bellec, c'est DJ Bellec aussi, big up à eux. que je big up aussi. Des excellents DJ, mais qui sont aussi d'excellents producteurs, en fait. Exactement. Mais qui ont leur acquis, en fait, et tout leur bagage de DJ qui les aide à faire la musique qu'ils font aujourd'hui et le management qu'ils ont avec les artistes qu'ils ont aussi. Parce que très, très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que ça suffisait plus. Ouais, ça suffit plus. Puis je pense qu'au bout d'un moment, tu fais vite le tour. Donc, tu as besoin d'aller vers autre chose, en fait. C'est toujours bien d'avoir... moi, c'est pour ça que j'ai toujours voulu avoir un peu toutes les cases. C'est parce que, voilà, je me lasse vite et j'aime bien changer, en fait. C'est-à-dire que les compétitions, c'est un temps. Comment dire, le club, c'est bien de temps en temps, mais j'ai pas envie de faire que du club. Produire, c'est bien aussi. Accompagner les artistes sur scène, c'est bien. Mais je pense qu'il faut un peu... La variété, ouais. Il faut un peu de la variété. Puis c'est large, quoi, DJ, quoi. C'est très, très large. Après, demain, tu peux aussi avoir ton label et développer des artistes. Ou si tu ne développes pas des artistes, tu fais des collaborations un peu uniques et tu sors de la musique, quoi. Il y a un milliard de choses à faire, je pense, quand tu es DJ. Et, je pense qu'il ne faut pas se limiter à forcément faire qu'une seule chose, quoi. C'est tellement large. Parlons des trucs un peu croustillants. Bon, on va pas évoquer des trucs... on n'est pas là pour dévoiler des secrets ou quoi que ce soit. Le truc, c'est que le DJ, il n'est pas toujours respecté à sa juste valeur. Et il y a plein, ce qu'on appelle... Je me souviens, dans le DJ Magazine ou Scratch ou je sais plus quoi, ils avaient fait un truc, la rubrique « Les plans galères ». Ah ouais. Parce que des fois, tu vas mixer, je dis n'importe quoi. Demain, on te dit, ouais, DJ Bougarno, on veut que tu ailles mixer à Bordeaux. Shout out tous mes Bordelais. Déjà, il y a le VHR, il faut qu'on te transporte là-bas, machin, ceci, cela et tout et tout. Des fois, déjà, tu peux avoir des galères à ce niveau-là. Des fois, quand tu arrives là-bas, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Ça peut finir en bagarre dans des soirées ou des trucs, ou enfin, tout et n'importe quoi. Mais moi, je me souviens, tu vois, on est tous grands, on est tous au-dessus du 1m90 ici, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis 97, 98. Je me souviens une fois, j'ai mixé dans un truc. Moi, on venait avec les platines et tout. Je dis, OK, la table est où? On me dit, elle est là. On montre une table basse. Quel DJ a mixé table basse? Table basse. Mais tu crois qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas autre chose. J'ai mixé assis. Comme ça. Incroyable. Des plans galères ou des trucs où... Ouais, faut être prêt. Mais en général, il y a 2-3 flags quand même, genre, 2-3 red flags. Bah, des fois, tu sais pas, les gens trucs, mais en fait, comme ils comprennent pas la culture du DJ, ils savent pas ce que c'est. Des fois, tu découvres le jour même. C'est époque platine vinyle, bac de disque. Hein. Ouais, donc, ok. Donc, époque bac de disque, tu portais des bacs de disques où ils portaient une cinquantaine de disques, donc il y en avait 3, 4, 5, 6, 7, 8 bacs de disques. Le truc, c'est que nous, les mecs du quartier, ils étaient très à l'affût de... Il y a une soirée ou je sais pas quoi. Les DJ, là, vous allez où? Non, on va chez un pote, vite fait. Non, ça va, vous allez en soirée. Les mecs nous suivaient, s'il te plaît. Les mecs, ils nous suivaient. Il fallait les bras, en fait. Ils nous suivaient dès qu'on arrivait dans des soirées, je sais pas quoi. Une fois, je me souviens, je crois la plus grosse galère. Hein. On avait été dans une soirée à Orléans. Un club qui s'appelait l'Amazon. Le gars qui nous a ramenés en voiture a disparu. Oh. Disparu, je sais pas ce qui s'est passé, etc. Dans une ville loin, je sais pas quoi. Nous, on s'est inquiétés, machin, un truc, on savait pas et tout. Il a disparu, du coup, on était venus en truc. En plus, on était jeunes, on n'avait pas d'argent et tout. On était avec des packs de disques.
On a fraudé le train de Orléans jusqu'à Paname avec des bacs de disques. Même les contrôleurs, quand ils arrivent, ils ont dit, mais c'est quoi ces gens? En plus, c'était les bacs lourds, là, avec les bords tranchants. Des galères comme ça. Après, le mec, il est réapparu. Oh, j'étais avec une meuf, machin, un truc et tout. Tu nous as laissé en galère. Mais laisse tomber, un truc de ouf. Des plans, des plans. Il y en a d'autres que je peux pas raconter, malheureusement, mais laisse tomber. Que des plans de galère, des trucs. On en a tous. On en a de tous. plans galère. Quand tu voulais truc, parce qu'effectivement, il y a une économie derrière ça. Où nous, ça nous a permis d'acheter des Jordan, des machins très tôt, d'être indépendants, de se faire de l'argent. Investir dans du matériel. Investir dans du matériel. Dans surtout, des projets, des choses comme ça et tout. Parce que le matériel, ça coûte trop cher. En fait, tu te rends pas compte que t'es jeune DJ, tu veux avoir des platines. La platine, à l'époque, ça coûtait 2990 francs. Ouais, et puis le prix n'a jamais baissé. Et après, c'est vrai que c'est des choses que les clients n'ont pas forcément en tête quand ils demandent à un DJ de venir pour une prestation, et ils n'ont pas en tête tout l'investissement que ça demande. Même aujourd'hui, à une époque, c'était les disques, mais aujourd'hui, même si tu as un ordi, le prix de l'ordi que tu vas acheter, la table de mixage que tu vas avoir, et puis tout le son que tu vas avoir dedans, que tu vas acheter sur des record pools. Tu vois, la plupart des DJ, ils sont inscrits sur des record pools, ils sont abonnés au mois ou au trimestre. Et ça a un coût, en fait. Tu vas l'acheter sur iTunes, si tu veux faire les choses bien. Bon, après, il y en a qui vont faire des choses plus tech, tu vois. Mais plus illégales, on va dire. Mais ça a un coût. Et puis, il y a aussi le savoir-faire, quoi. Ça a un coût, en fait. C'est sûr, les heures et les heures et les heures et les heures d'entraînement. Exactement. Le sacrifice que tu fais. Les heures d'entraînement, pardon. Et puis, les heures que tu vas faire en réel, quoi, sur place, quoi. Donc, tout ça, en fait, c'est à prendre en compte. Et donc l'argent, des fois, tu dois le réinvestir dans du matériel parce qu'il faut se remettre à jour, etc. Et puis réinvestir aujourd'hui dans tout ce qui est digital, quoi. Ça veut dire que il faut du contenu. Donc il faut un gars pour te prendre en photo, il faut un gars pour te filmer. Tout ça, c'est à prendre en compte aussi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'image a fait beaucoup... prend un peu le dessus sur la musique. Donc, il faut vraiment être au top de son image. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de l'investissement, quoi. Mais justement, toi, c'est intéressant parce que toi, tu as fait une compétition. Donc, le Red Bull... comment ça s'appelle? Red Bull Freestyle. Freestyle, ouais. Red Bull Freestyle. Que tu as remporté en 2016. Ouais. You rockin' with the best. Are you ready? Donc ça, c'est un boost de notoriété. Ouais. T'es reconnu par tes pairs au niveau vraiment technique et musical. Parce que regardez les shows DJ, pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, c'est très technique, c'est très musical, c'est des choses, même visuellement, c'est beau à voir. On a le vainqueur 2016. Beau concours, franchement, encore félicitations. Merci. Merci. C'est un bel accomplissement. Merci. Ça t'ouvre des portes. Ouais. Parce que ton feed Instagram, il a changé, mon gars, je te dis. Je voyais des Questlove, des Jazzy Jeff, des machins, des trucs. Non, mais il y a le truc. Alors, le freestyle, l'épisode freestyle, en plus, je m'inscris vraiment à la dernière minute parce que, en fait, c'est simple. Un jour, je suis chez moi, je suis sur Facebook. Comme un boomer, ils vont dire, le boomer. À l'époque, Facebook, c'était encore là. Ah. Et je vois sur Facebook, plus que 3 jours avant la fin des inscriptions et tout. Je me dis, mais j'ai déjà fait des battles plus jeunes, en fait. Je faisais des battles, mais des battles vraiment, des choses, en fait, pas à échelle nationale, en fait. D'accord. Donc voilà, j'ai déjà fait des battles que j'ai gagnés, etc. Là, je me dis, quand même, jette-toi dans le grand bain, fais un truc. T'as jamais fait un grand battle national, tout, t'as rien à perdre, quoi. Maintenant, avec toutes les années qu'il y a derrière, tu gagnes, tant mieux, tu perds, c'est pas grave, en fait. Ça fait une expérience en plus. Donc, je m'inscris, j'envoie ma vidéo, puis de fil en aiguille, voilà, le battle arrive et je remporte la finale nationale. Et en fait, là où ça m'a aidé, c'est que ça a été un peu la validation de tout ce que j'ai fait avant, parce qu'au moment où je le fais, j'ai déjà fait pas mal de choses. J'ai déjà tourné avec Ali, j'ai déjà tourné avec Youssoupha, j'ai déjà produit pour Ali, j'ai déjà produit pour Youssoupha, j'ai déjà tourné avec Ron Bryce. J'ai déjà fait pas mal de choses à ce niveau-là. On me connaît dans le rap, dans le milieu du rap, derrière les MC. Mais en tant que DJ à l'individuel,
pas vraiment, parce que je fais pas énormément de soirées. Effectivement. Les compètes, pas trop non plus. Les mixtapes, c'est plus la mode. Donc, c'est les mix sur SoundCloud, Mixcloud, etc. Et donc, je suis présent, mais en même temps, il manque le truc qui m'affirme en tant que artiste, mais À part entière, bien sûr. à part entière, quoi. Et ça m'a aidé en fait à faire ça, et surtout à l'étranger, en fait. C'est-à-dire que ça m'a vraiment fait des contacts à l'étranger où j'ai pu aller mixer, quoi. C'est à partir de 2016 que je commence à vraiment voyager pour mixer, en fait. En ton nom à toi, sans Mon nom, je être peux adossé à aller celui d'un mixer dans rappeur. le Texas, je vais en Asie. Ouais. C'est là où je commence vraiment. J'ai à pris voyager. s'il était là ou Non. non, j'y vais par le biais. En fait, quand je suis au Red Bull Freestyle, je traîne avec un des gars de Serato et un des gars d'une record pool qui s'appelle DJ City. Ok, ouais, bien sûr. Et en fait, en parlant avec lui, il me dit, en fait, quoi de neuf et tout, tu fais quoi? Et je suis, en ce moment, j'essaie de jouer un peu à l'étranger. Il me fait, ok, ça te dirait de jouer dans le Texas et tout? Je fais, ouais. Il fait, ok, bouge pas. Il fait, t'es dispo telle date? Ouais, ok. La date est bookée, en fait. Mais tout ça, en fait, parce que le Red Bull Freestyle, c'est un peu comme un gros spring break de DJ, en fait. Tu rencontres énormément de DJ, il y a tous les DJ qu'on aime bien, donc Newmark, Craze, Jazzy Jeff, Scratch Bastid, et plein de DJ, tous les DJ qui ont gagné en fait les compétitions de leur pays, plus les DJ qui viennent un peu pour la vibe, quoi. Donc, tout le monde est un peu là, et puis c'est vraiment le moment de se connecter avec tout le monde, et c'est là que tu gagnes énormément en contact, et ça m'a beaucoup aidé pour voyager par la suite, quoi. Incroyable. Incroyable, parce qu'effectivement, ça, c'est une ouverture sur le monde. Et la reconnaissance que tu n'as peut-être pas forcément chez toi, ben, tu l'as à l'extérieur. Ouais, c'est toujours pareil. c'est dingue, c'est dingue. En fait, du coup, en plus, surtout, ça te permet, tu vois, il y a des DJ la reconnaissance des pairs, quoi. C'est que ils peuvent te voir sur les réseaux, parce qu'il faut pas croire, ils surveillent tout. Bien sûr. Mais quand ils te voient en personne, c'est encore autre chose, quoi. Donc, du coup, je l'ai vu en personne et on a parlé 5 minutes ou 2 minutes. Et ils mettent un nom sur la personne. Et du coup, quand ils te revoient, c'est « Ah oui, mais je l'ai vu là-bas, en fait. » Donc, ouais, c'est vraiment un truc en plus, quoi. C'était une bonne chose, une bonne expérience. Le gars, t'as le numéro de Jazzy Jeff. Non, j'ai pas son numéro. Non, mais Jazzy Jeff, c'est dingue. Mais tu veux que je te raconte l'anecdote, c'est que quand je suis là-bas et tout, c'est lui qui fait, qui faisait, parce que le Red Bull Freestyle n'existe plus. Peut-être que ça va revenir, j'espère. Mais c'est lui qui fait le discours d'entrée, en fait, quand t'arrives pendant le battle. Il fait un peu un petit speech. Ouais, les gars, vous êtes là pour une raison, donc profitez et tout, échangez un peu, discutez un peu avec les gars qui sont là, etc. Tu vois. Et moi, quand j'arrive ce jour-là, en fait, je suis là, je suis un peu timide et tout. Je suis de nature un peu introverti. Et j'arrive et il est derrière, ouais, mais tout le truc, je suis, oh merde, tu vois. Je me cache, tu vois, limite un peu, je me cache un peu, tu vois, le truc. J'ose pas trop aller parler, tu vois. Puis il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, je vois son MC, Dane Jordan, on se voit. On se commence à se dire bonjour, ouais, ça va, cool et tout. On se voit tous les jours, en fait, on se dit bonjour, mais on se parle pas réellement. Puis un jour, je vais lui parler et tout. On parle un peu, tu vois. Et le mec est super cool, en fait. Le gars est super détendu et easy, en fait. C'est-à-dire que toi, t'es impressionné de par le parcours et de par le personnage. Tu sais, nous, on l'a vu dans Le Prince de Bel-Air, tu vois. À se faire jeter par Oncle Phil. Tu vois, et puis même au niveau du DJing, c'est un DJ... C'est un DJ de fou. C'est un DJ légendaire, quoi, et qui musical, technique, qui est, voilà, quoi, c'est vraiment le papa d'un peu de tous les DJ, quoi. Donc c'est impressionnant, mais le mec est cool, vraiment cool, quoi. Et je pars faire la tournée promo pour FaZe, okay, donc, de MWM. Donc on part en 2019 en Asie avec le distributeur d'Asie pour faire un peu la promo du produit avant qu'il sorte. Et je me réveille et je vois, j'ai un DM de Jazzy Jeff qui me dit, ouais, mec et tout, on est à Singapour et tout, je veux utiliser le truc et tout. Moi je dis, hey, c'est pas ce truc. Déjà Jazzy Jeff, normal. Et je me dis, ouais, je demande, tu vois, la team et tout, on peut pas trop truc. Bref,
C'est à ce même moment-là, en fait, je fais un remix de Jamiroquai du titre Too Young to Die. Mhm. Et 2 jours après, ils m'ont envoyé. Il y a un DJ genre du Tristyle qu'il avait téléchargé. Je l'avais mis en téléchargement et tout j'avais mis un lien sur mon Instagram et tout. Et je vois une photo d'écran genre d'un Serato. Il me fait, c'est toi qui as produit ça? Et je fais ouais. Et il me fait, et envoie-moi le track direct et tout. Et je fais ouais, ok et tout. J'envoie le track. Et après je vois, juste après c'était le Covid et il y a un mec qui me dit, hey mec, il a joué ton remix et tout truc. Je dis non, mec. Voilà. C'est de ouf. Tu vois, mais c'est ce genre de connexion en fait. Je pense que tu vois, c'est typiquement le truc que je t'ai dit, c'est genre. C'est plus facile quand tu mets un visage sur la personne. Bien sûr. Que il y a tu une relation. et donc du coup, il y a une petite connexion. Je vais pas te dire que c'est mon grand pote et qu'on se parle tous les jours et tout, mais il y a la reconnaissance. Tu vois, il y a de la reconnaissance et il se dit ah ok, c'est lui qui a fait les trucs. Okay. Parce qu'il le voit sur l'ordi d'un autre gars et enfin il entend un truc quoi. Je pense que ça lui a parlé aussi. Mais ouais, il y a tout ce truc là de connexion que ça peut te faire en fait. Ça peut aller super vite. C'est incroyable parce que effectivement ça permet d'avoir une vraie évolution dans ta carrière et une vraie évolution de perspective. Ce que ça peut donner plus tard en fait. Ouais, parce puis que tu te dis pas à un certain âge je vais arrêter les clubs, les mixtapes ça marche plus, qu'est-ce que je fais, et puis ça conforte aussi dans la position et dans la prise de risque en fait. Ça veut dire que ce remix je l'ai fait, c'est pas un truc qui sonne forcément comme ce qui est dans l'air du temps ou ce qui passe à la radio. Ça te réconforte dans ta position, tu te dis ah ok, ça veut dire qu'il y a quand même un truc à faire à ce niveau-là et il faut que je continue puisque les gens que j'apprécie et qui ont bon goût apprécient ce que je fais, donc il y a des trucs à faire en fait encore. Donc ouais, c'est un petit coup de boost. C'est un petit coup de boost, c'est cool. Non mais c'est intéressant parce que c'est à travers tout ton parcours, tout ce que tu nous expliques là, effectivement, on le répète, un DJ c'est un artiste à part entière. Bien sûr. En fait, quand tu vois, par exemple, va voir DJ Premier, dis-lui que c'est pas un artiste. Tu vois ce que déjà, ouais, quand tu vas voir DJ Premier, il n'y a pas beaucoup de DJ dans le monde qui peuvent jouer plus de 2h30 que leurs chansons seul et que des hits, que des classiques. DJ Premier, c'est un des rares. Quand tu vas le voir, il joue que ses sons, c'est que des classiques. Et c'est dingue. Bon, on était quand on était au Cabaret Sauvage, Élysée Montmartre, avec Just Blaze, avec Alchemist. Ouais. Et tu vois, le mec, il joue que ses tracks. Et il joue. Et il n'y a pas un track que tu connais pas déjà d'une. Et il n'y a pas un track qui est nul. Et il lui joue back to back pendant tu vois. 2h30. Quoi. Donc le DJ, c'est vraiment un DJ à part entière. Ce qui est cool aussi, c'est que maintenant, les DJ, il y a aussi ce travail de transmission, qui existe depuis le début, avec les académiques, etc. Où les mecs, on apprend. Il y a des écoles de DJ, des gens qui apprennent à d'autres. Ça a évolué maintenant. Aujourd'hui, c'est des trucs avec des mecs comme DJ Chewbacca, Mixa, etc. qui font des podcasts, les DJ Wiki, des machins, des trucs pour les DJ, pour un peu vulgariser le propos, pour faire en sorte qu'on puisse apprendre et mieux comprendre. Donc voilà, ça s'inscrit un peu dans cette démarche-là d'essayer de parler de notre art, parce que voilà, c'est... Je vais pas dire qu'il est négligé, mais il est un peu méconnu et des fois les gens comprennent pas, tu vois. Ouais, et puis on se rend pas compte de l'importance et aussi de l'impact que ça a eu sur la vie de plein d'artistes en fait. Ça veut dire que tu vois, par exemple, Cut Killer, quand ils décident d'accompagner 113 sur leur album Les Princes de la Ville, derrière t'as une victoire de la musique, quoi. Ouais. Tu vois, c'est quand il accompagne Fab aussi pour des tournements de son, on a le résultat qu'on a, quoi, tu vois. C'est réel. Et c'est pareil, tu vois, on pourrait dire la même chose pour Core avec La Crime. Tu vois, on y pense peut pas. Dire la même chose pour Bellec avec ZKR, avec Landy, avec Favé dernièrement. Big up Mamen Bellec. Et ouais, donc il y a énormément de DJ. On peut dire la même chose pour Battle avec 3010. Il y a énormément de DJ en fait qui sont derrière un artiste en réalité. Exactement, qui savent Quick avec Nino. Hein. Ouais. Et là, c'est plus qu'un seul exemple isolé. Donc ça montre bien que le DJ, quand il se met à
produire un artiste et quand il développe ben voilà, ses skills, ça donne beaucoup de réussite. Écoute, ça peut être le mot de la fin, ça. Ça peut être le mot de la fin parce qu'effectivement, les artistes, les rappeurs, faites confiance à votre DJ en fait. Ouais, et puis je Dès pense que vous le faites, ça fonctionne, tu vois. Ouais, et puis je pense que tu vois, les gens peut-être avec tous ces exemples-là, ils verront un peu, bah voilà, ça c'est un peu les preuves de, ok, l'artiste c'est une chose, mais toute l'équipe derrière, il n'y a pas que les DJ, hein, derrière on met aussi les ingénieurs du son, les Bien mixeurs, sûr, etc. bien sûr. Mais toute la team Ça sera un autre podcast. derrière, exactement, sur tous les gens derrière, en fait, eh ben, c'est pas juste quand on voit un artiste, il n'y a pas que le mec devant. C'est toute l'équipe derrière qui le pousse, quoi. Bien sûr. C'est grâce à ça aussi. Et surtout, voilà, ce que vous voyez sur scène, ce que vous voyez, c'est, ça a du sens aussi parce qu'il y a un DJ qui est relou et qui monte un show et qui rend le truc spectaculaire, notamment en concert ou en compétition ou même en soirée. Ouais. Et effectivement, le DJ, c'est pas un jukebox. Il sait ce qu'il fait. Faites-lui confiance. Quand tu veux demander une request, bon, des fois, il y a l'art et la manière de le demander. Quand c'est accompagné d'un petit billet, c'est toujours mieux. Et c'est surtout que, je sais pas, tu vas pas dans un restaurant étoilé voir le chef, tu lui dis, écoute, non, fais-moi tel plat comme ça, ou machin, ou tiens, rajoute-moi du ketchup, ou je sais pas quoi. Il va dire, je sais ce que je fais. T'inquiète pas, pose-toi, tu vas bien manger. Ouais. Ça s'appelle la même chose. Et je pense que c'est aussi dans les deux sens. C'est qu'il faut pas non plus que. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Mais les DJ aussi, il faut pas qu'ils oublient qu'ils sont là pour les gens. C'est-à-dire qu'il y a un peu des deux. Il y a la manière de demander, la manière de faire les choses. Exactement. Mais il y a l'info à prendre en compte aussi. Exactement. C'est un équilibre. De toute façon, voilà, c'est toujours pareil. Il faut être poli, courtois dans les deux sens. Écoute, Stretch, c'était magnifique. On a discuté entre DJ et le Bougarno. On a boudé le Bougarno. Non, mais c'est bien. Ah, mais écoute, là, voilà, petite discussion entre DJ, etc. De toute façon, c'est le premier, c'est pas le dernier des podcasts ou des vidéos sur lesquelles tu vas intervenir. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invite, les gars. Vraiment, c'était super intéressant. Merci vraiment. Il y a des choses que tu peux annoncer, ton actualité, tes réseaux sociaux. Alors mon actualité, ben, pour l'instant c'est beaucoup de prods sur des albums qui vont bientôt sortir dont je ne citerai pas les noms parce que la surprise, vous le verrez en temps venu. Et puis voilà, j'accompagne Varnish La Piscine, donc la dernière signature, Headbanger sur scène, Benjamin Epps, et puis il y a beaucoup de choses à venir encore. Okay. Mais il est encore tôt pour en parler, mais ouais, il y a de la prod beaucoup, essentiellement. Et puis au niveau de la structure, des petites choses à venir, quoi, à déclarer. Écoute, magnifique. Les réseaux sociaux. À DJ Stretch, tout simplement, Twitter, Instagram. On a dit que Facebook, c'était pour les boomers, donc. Donc, oubliez Facebook. Pas TikTok, non, Facebook, TikTok aussi. Ok. Pas super actif sur TikTok, mais bon. Ça, les mix shows, t'en fais plus? Les mix shows, non, j'ai mis ça en pause et peut-être ça va se refaire sur un autre format. Quoi. Ok. Écoute, une fois de plus, merci beaucoup. Yes. J'espère que ça vous a plu. Ben voilà, les DJ, c'est important. Les DJ, c'est pas juste des passeurs de disques. Les DJ, c'est des gens qui connaissent la musique, donc faites-leur confiance à tout niveau. Yes, et qui font des podcasts de qualité. On a oublié les podcasts. Ouais. Non, mais écoute, c'est l'amalgame du DJ Flexta, du Bougarno qui mettent leur passion en mouvement et on essaie de faire quelque chose de positif. Transmettre l'information, discuter, truc, juste ça, voilà, c'est mettre sa pierre à l'édifice. Hein. Voilà, la culture, elle est riche. Il y a plein de métiers, il y a plein de protagonistes et voilà, quoi. Yes. On met le Bougarno. Yes. Parole Véritable Podcast. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, sur toutes les plateformes d'écoute telles que Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Ocha et aussi tous les contenus vidéo sur YouTube directement. Parole Véritable Podcast. Hashtag Parole Véritable, hashtag Monde de l'escalator. Parole véritable. Voilà, on tire. Yeah.
Parole véritable.